Réunis ce matin avec toute l'équipe qui est là, certains qui sont un peu timides, qui sont restés dans la salle. Donc on a eu plein de réflexions sur le débat qui concerne la qualité du journalisme, sur le journalisme de qualité et la mission de service public. Donc on a commencé par un très grand schéma avec plein d'idées. On a continué avec quelque chose d'un peu plus petit. Et comme on a un grand esprit de synthèse, on a fini avec encore plus petit. Donc ça devrait aller assez vite, on n'en aura que pour 40 minutes à peu près, rassurez-vous. Mission de service public, journalisme et moyens pour garantir sa qualité. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enjeux qui concernent cette question. Le premier point sur lequel on était d'accord assez vite, c'est qu'il s'agit vraiment d'un intérêt collectif, d'un intérêt pour l'ensemble de la société de trouver du journalisme de qualité. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Et que du coup, la question des moyens pour ce journalisme de qualité doivent être d'une certaine façon collectifs. Ce qui passe par plein de moyens différents, mais ça, on en parlera un tout petit peu après. On s'est aussi rendu compte que les moyens de diffusion existent, ils sont très nombreux, il y a un surplus de canaux disponibles pour atteindre les publics, mais que le problème, en tout cas tel qu'on le voyait, c'est sur la production, la création de l'information, donc les conditions de création, les conditions de production de l'information, que c'est là où il fallait essayer d'agir. Ce qui veut dire que pour nous, le point central, c'est à la fois les publics, donc liés à la diffusion, et surtout les journalistes. Et là aussi, on s'est rendu compte par rapport à certains interlocuteurs qui avaient peut-être des préconceptions très précises, les journalistes aujourd'hui sont multiformes, c'est-à-dire que vous avez celui qui est en CDD dans une grande maison, celui qui est pigiste, celui qui est blogueur. Enfin, il y a plein de formats peut-être par rapport à une certaine période où c'était beaucoup plus monolithique, on peut dire. Sans compter les supports, évidemment, TV, radio, presse écrite, Internet, tout ce que vous voulez. Et le dernier point avant de passer à notre super proposition, c'est de partir d'initiatives existantes aussi. On s'est rendu compte en travaillant et en regardant les conférences, on a piqué des idées des conférences qu'on a entendues. Donc on s'est dit, ah tiens, ça on n'avait pas pensé, hop, on a embarqué. Parce que voilà, on n'est pas pour but non plus de réinventer la roue. Donc notre super concept et idée, voilà, en bleu, entouré, encadré, le consortium roman des journalistes. Le point de départ de ça, c'est de dire la création de l'information, la production de l'information doit être encouragée autour des personnes qui s'en occupent. Par besoin d'incarnation, par besoin d'avoir un regard, par besoin d'avoir une liberté éditoriale et rédactionnelle, d'approche, d'angle, mais aussi du sujet retenu. Ça passe par deux étapes. D'abord les ressources et ensuite les différents apports que pourrait amener ce consortium. Si j'oublie un élément, aussi un point, n'hésitez pas. Donc au niveau des ressources, on a mis en deux catégories principales. On va dire les gros montants d'un côté, les plus petits de l'autre. Prendre une ponction sur la redevance ou augmenter la redevance, notamment en faveur de la presse écrite. Je pense que ça devient quand même une nécessité aujourd'hui. On se rend compte qu'on a beau imaginer tous les modèles qu'on veut, exclusivement web, exclusivement publicité, exclusivement abonnés, c'est un moyen très intéressant, la redevance, de financer cette presse écrite. Se pose la question de la légitimité. Je pense que le vote sur la SS, sur Nobilag, était un très bon vote de confiance vis-à-vis du principe même de l'audiovisuel financé par une redevance, et pas forcément que de l'audiovisuel public. Il reste une minute ? On va faire vite alors. Voilà. Ensuite, plein d'autres possibilités, des subventions, taxe shelter, taxer les GAFA. Timothy, c'était l'idée du Spotify version roman, crowdfunding et philanthropie. Le consortium, l'idée serait qu'il soit représenté un tiers média, un tiers public, un tiers de la cité. Ça, c'est une idée qu'on a piquée au projet de Fondation Genevoise pour la diversité des médias. Le premier, c'est donc des journalistes, des éditeurs, des publics, prendre en compte la question des diversités de tous les publics, en termes d'origine, en termes de langue, et la cité, d'avoir une composition avec l'économie, l'université et les autorités. Maintenant, c'est des questions vraiment importantes de fond. L'idée de ce consortium, c'est d'appuyer, grâce aux ressources qui sont récoltées là-haut,
des moyens d'information, cellules d'enquête, fact-checking, donc de travailler vraiment et de donner des moyens à des journalistes qui peuvent travailler de façon un peu indépendante, sans forcément passer par leurs médias, mais avec un moyen différencié. Le côté de la formation, qui paraît très importante aujourd'hui, c'est la formation initiale. Ce consortium, par exemple, pourrait donner des habilitations pour les formations qualifiées vraiment et reconnues en termes d'indépendance, d'esprit critique, de remise en question et de qualité du travail journalistique. Donc, habilitation dans la formation initiale. Merci, merci. Je fais très très vite, formation externe aussi pour les publics. Et puis 2 secondes encore, les outils. Et surtout un point qui nous a paru comme très important, qu'on a mis conseil de l'ordre, c'est tous les éléments éthiques, déontologiques, juridiques, pour aider les journalistes dans leur travail au quotidien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on m'a tendu le micro, donc je me lance. Puis je vais vous laisser alors une petite chance peut-être de bénéficier d'un tout petit temps supplémentaire. Parce que moi, la question qui me venait en entendant votre propos, finalement, c'est quelle va être sa mission concrète à ce consortium. Donc si j'entends bien sur la fin, c'est de faire de l'enquête, l'investigation. Et puis il existe déjà des consortiums internationaux divers et variés. Donc comment vous verriez leur articulation en fait avec des consortiums existants? Alors, c'est typiquement dans le cadre, en tout cas helvétique, où Roman s'est rendu compte que, notamment tout récemment à la Tribune de Genève, une personne qui était spécialisée dans la cellule d'enquête a quitté son média par, quasiment par dégoût, dans une lettre publique qui était quand même très forte, qui dénonçait aussi une difficulté pour elle à continuer là-dedans. Dans d'autres médias, on avait aussi des échos, c'était la discussion de tout un créneau très important, vital, citoyen et critique, qui parfois... Parce que dans une conférence de rédaction, on va dire « Oui, mais bon, tes histoires comptables de malversation, ça n'intéresse personne. Fais-nous une vidéo de ça et ce sera beaucoup mieux. » C'est une manière aussi d'avoir un appui extérieur en compétences et aussi en financier pour mener des enquêtes qui soient financées soit par des subventions ou la redevance ou même par des lecteurs. Effectivement, c'est intéressant votre proposition, entre autres, parce qu'en gros, vous avez mis dans votre liste, en haut et en bas, sous ressources et en dessous, les outils par exemple, toutes les propositions qui sont actuellement en discussion. En gros, vous faites les grands fédérateurs. Il manque de la coordination, donc il faut apporter de la coordination à tout ça. Et puis, l'idée du consortium, c'est surtout avoir des sociétés de rédaction à qui on peut verser l'argent directement et qui puissent l'utiliser. Parce que le problème, c'est que quand un actionnaire ou un éditeur est excédentaire et bénéficiaire, il ne faut pas qu'on lui rajoute de l'argent public, admettons, dans sa comptabilité, dans sa trésorerie. Il faut que cet argent soit dans une caisse qui puisse être utilisée justement pour le fonctionnement quotidien de la rédaction et ensuite créer des projets. Donc évidemment, il faut de la formation, il faut aussi peut-être des moyens techniques, des licences de logiciels et aussi de nouvelles personnes et reformer aussi des personnes qui sont déjà en place. Mais surtout, distinguer les deux. Je pense que c'est difficile, c'est idéologique, mais il faut trouver un moyen pour distinguer les deux et apporter cette source de financement. Et où reste la concurrence dans l'histoire, au sens classique de plusieurs titres, plusieurs médias qui ne sont pas d'accord entre eux C'est les journalistes qui composent le conseil, qui discutent entre eux, qui échangent. L'idée, ce n'est pas d'avoir un monolithe institutionnel. Merci beaucoup. Merci. On poursuivra les discussions après, si vous voulez bien. On va laisser la place au défi numéro 4. OK. Alors, l'idée, en fait, c'était de proposer une coopérative. Pourquoi coopérative? L'idée, c'était de rassembler, vous parliez tout à l'heure d'éléments qui existent déjà. Beaucoup de choses existent déjà. Parfois, elles sont un peu isolées. Donc, l'idée, c'était de rassembler les initiatives heureuses, on va dire ça comme ça, et puis les personnes, journalistes, blogueurs, influenceurs, tous les gens qui travaillent dans les médias, qui produisent des contenus et des outils de service public. L'idée étant principalement de partager les savoirs et les bonnes pratiques. On passe à la suite. Alors, ça ne marche pas là. C'est bon, on n'en a qu'une. Ah, il n'y en a qu'une. Ah, pardon. Oui, d'accord. Désolé. Bon, alors, c'est encore plus court. Alors, donc c'est bien. Donc, moi, je vais parler de la mutualisation d'outils et services. Alors, là, l'idée aussi, c'est de pas seulement échanger sur les pratiques, donc sur le travail lui-même, mais aussi sur les outils nécessaires. Aujourd'hui, ils sont fortement technologiques et donc chers, compliqués et tout ça. L'idée, c'est d'éviter de remonter la roue. Donc, c'est d'avoir une sorte de
d'endroits où on peut se présenter les outils qu'on utilise de manière ouverte, de faire des expérimentations ensemble pour après trouver en fait des partenariats, des modalités pour développer des outils ensemble au service en fait des produits et des choses qu'on fait. Notamment là il y a Mounir qui représente l'IMI à travers le véhicule de l'IMI par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de mutualiser le travail avec les outils. Je passe le micro à... On s'est préparé longtemps, comme vous pouvez voir. Donc un petit mot pour le financement forcément d'une coopérative comme celle-ci. Alors on peut imaginer évidemment avoir des éditeurs, avoir les maisons participer, monter un financement pour soutenir quelque chose comme ça. Mais là, comme on s'intéresse à la chaîne de valeur, au lien avec le public, on imaginait aussi quelque chose, un modèle qui soit plus participatif. Alors on a pensé à des choses, par exemple, simplement comme du crowdfunding, ou alors se tourner vers des fondations. Et puis on a réfléchi aussi à une solution qui pourrait prendre en compte un système d'abonnement, finalement. Et voilà, là, il y a un exemple aux États-Unis avec Patreon, où les gens, finalement, peuvent participer. Ils choisissent le montant qu'ils veulent verser pour une cause. Donc là, ça serait une cause autour des médias, du journalisme de qualité. Et voilà, donc trouver un petit peu des systèmes de financement innovants. Merci. Alors, sur ces bonnes pratiques et ces savoirs qui sont en fait nos expériences de médias, hein, puisqu'on a tous plus ou moins travaillé dans un média ou alors créé un média, l'idée c'est de partager, d'avoir des moments où on peut partager tout ça. Ça veut dire que finalement, l'idée de mutualiser, c'est de gagner du temps donc de l'argent, des savoirs, mais aussi de pouvoir échanger pour progresser plus rapidement et pour éviter que tout le monde commette les mêmes erreurs, tout bêtement. Alors, l'idée, la nôtre en tout cas, c'est d'organiser dans cette ruche, hein, c'est pour ça qu'on a aussi des abeilles, on pourrait aussi l'appeler comme ça, la ruche, cette coopérative, un moment de rencontre. Alors, on a pensé louer un bus, par exemple, et puis faire le tour aussi de nos villages, de nos villes, pour avoir un retour également du public. Le public est important aussi dans cette logique-là. Il peut être membre aussi et apporter des idées nouvelles, qu'on puisse échanger également entre nous. Et au niveau du public, on peut aussi organiser, et c'est un des possibles projets, un festival du journalisme. Pas forcément des journalistes, mais du journalisme, où les gens peuvent venir avec des idées, proposer aussi des savoirs et échanger. On oublie régulièrement également le public dans cette histoire-là. Alors, il a eu quoi, 3 minutes de plus, alors on en profite. Moi, je serais assez d'avis aussi, et on en a parlé ensemble, de créer aussi la logique d'états généraux du journalisme et de pouvoir aller auprès de notre public pour créer finalement des carnets de doléances, un petit peu comme la Révolution. Avant de faire la Révolution, on avait fait ça, pour faire remonter de l'information auprès des médias et gagner du temps, encore une fois, et donc diminuer les coûts de production des médias. Juste une question, cette coopérative, elle serait surtout une plateforme ou ça serait un bureau ou ça serait quoi plus précisément ? Alors on a imaginé différentes déclinaisons. Donc ça part effectivement d'un site internet qui permettrait de collecter, quand on parle de partage de savoir et de bonnes pratiques, ça peut être des vidéos sur comment je travaille, ça peut être un tutoriel sur un outil qui rend service aux médias. Donc tout ça serait collecté sous un site qui ressemblerait finalement à un wiki, à un index, public, c'est-à-dire que c'est en libre accès pour tout le monde. Et puis ensuite, il y aurait donc des événements qui seraient mobiles ou des journées fixes. J'ai une question également par rapport au titre Coopérative Médias Suisse. Donc, votre niveau d'interlocuteur, en fait, ce sont les médias ou est-ce que ce sont des personnes travaillant dans les médias qui, sur la base de leur bonne volonté, ont envie d'y participer? Parce que ça n'induit pas tout à fait la même chose en termes de difficulté, je pense, à monter la chose. Disons que ça doit être très ouvert. Ça veut dire qu'il y a à la fois du public, parce qu'on l'oublie souvent hein, quand on parle de crise des médias. Il a des choses à nous dire et on ne l'écoute pas assez. Donc on peut aussi changer nos pratiques par rapport à ce qu'on entend, en gros. Mais également les journalistes, essentiellement. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les titres, les éditeurs en tant que tels, mais c'est vraiment la pratique au quotidien et échanger là autour. C'est-à-dire que chacun a fait des bonnes et mauvaises expériences. Et pour gagner du temps, on peut partager justement ces savoirs-là.
Ouais, le groupe m'a prié de prendre la parole pour présenter notre projet. Vous voyez que le delivery graphique n'est pas à la hauteur des précédents, mais alors le contenu, vous allez voir. Donc, notre sujet, c'était philanthropie, une nouvelle source de financement pour les médias. Vous voyez, le titre, c'est... On s'attendrait ici dans ce public à dire la philanthropie au service des médias. Volontairement, on a inversé la proposition. C'est les médias au service des philanthropes. Et puis, la proposition claire, c'est de créer ou de rédiger un kit de conseils pratiques pour en fait augmenter les chances des demandes de financement de médias à des fondations. Ça demande un tout petit background. Il y a deux types de philanthropes ou de fondations. Il y a celles pour lesquelles le journalisme est une finalité, c'est leur objet, ça les intéresse, c'est un peu le sens des deux propositions qu'on vient de voir. Simplement, on a constaté que sur le marché, si vous voulez, de la philanthropie, il y a très très peu d'institutions pour lesquelles c'est une cause. Donc on s'est concentré sur le plus pratique. L'immense majorité des fondations a déjà une cause. On voit qu'une bonne partie de la profession des médias, des journalistes, s'échinent à dire « ma cause est bonne, soutenez-nous », etc., alors que les fondations soutiennent déjà le social, la recherche, la culture, enfin des causes très nobles. Ils disent « mais ça n'entre pas dans nos buts ». Donc comment les intéresser? D'où ces quelques mots-clés en disant « kit, argument », alors c'est plutôt une méthode. Et on voit des mots-clés, c'est de dire il faut présenter un projet, il ne faut pas proposer ou demander un soutien à une structure permanente existante qui existe déjà. Il faut penser projet comme dans la culture. Souvent, les médias et les journalistes pensent toujours financement d'une structure long terme permanente. Deuxième point, ça paraît trivial, innovant, disons plutôt nouveau. Il ne suffit pas, ce n'est pas attractif pour une fondation de financer l'existant, le maintien du statu quo. Il faut amener un élément de nouveauté dans la demande, permettre de réaliser quelque chose qui ne serait pas possible sans l'apport de la fondation. Et le troisième mot, c'est impact. Il faut accepter, quand on se fait financer dans un projet, y compris de journalisme, avec toute l'indépendance que ça requiert, mais d'accepter de partager avec le financeur philanthrope un désir de changer quelque chose, donc d'avoir un impact que l'on peut tenter de mesurer, pas simplement dire « je ferai du journalisme de qualité », dont l'impact ne pourra jamais être mesuré. Donc voilà quelques conseils. On a vu qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté dans la compréhension entre ces deux mondes, peut-être avec chacun démarrant d'un point de vue très très opposé. Les fondations ont une réticence à s'exposer aux médias, en discuter, donc à les financer. Les médias pensent peut-être trop naturellement que les fondations sont des bancs communs à qui on présente des projets, je suis un peu provocateur. Donc, au-delà de ça, nous disons, le journalisme peut-être doit être vu, c'est assez pratique, ça n'est pas du tout cynique, c'est très concret. Le journalisme doit être vu comme un moyen, une présentation comme un moyen pour une fondation ou pour un mécène d'atteindre un but, d'atteindre un impact. Et dans ce cadre-là, il faut que le journaliste puisse travailler avec toutes les compétences et les critères de plus grande professionnalisme. Il faut trouver une convergence des intérêts. Donc voilà, peut-être un kit d'outils à mettre en place, un kit de communication, des rencontres, on l'a mis, ça paraît tout simple, mais un dialogue concret. Il y a très peu de dialogue dans le fonds média-fondation. Quand on en a parlé dans le groupe, souvent c'était « ah bon, c'est du speed financing, je présente des projets, vous me dites oui ou non ». Jamais vous n'aurez des fondations donatrices qui accepteront d'entrer dans des réunions de ce type-là où elles se feront harceler. Au contraire, il faut parler plutôt de thèmes du type « comment est-ce que des médias indépendants, journalistiquement de haute qualité, peuvent contribuer à développer l'impact d'organisations philanthropiques existantes. » Pour ces 10 derniers points, analogie, culture, santé, sciences, recherche scientifique, peut-être que les médias, en particulier qui veulent financer des projets journalistiques, devraient utiliser un langage qui donne à leurs interlocuteurs philanthropiques des éléments de compréhension parce qu'ils sont dans leur monde, sur leur terrain. Les fondations ont l'habitude de financer de la recherche scientifique, ont l'habitude de financer de la culture. Et là, on se dit, par recherche scientifique égale aussi par une convention de partenariat type dans lesquelles on affirme clairement l'indépendance du chercheur par rapport au financeur. On pourrait imaginer de reprendre ces modèles pour s'inspirer de conventions du même type dans les médias. Si on prend l'élément... Pardon, c'est toujours science, la lutte contre les fake news ou l'overflow de fausses nouvelles scientifiques est aussi un problème. On peut sensibiliser aux fake news dans les médias. Puis dans la culture, on voit la possibilité de combinaison de financement et de construction financière vraiment intéressante. Oui, merci. Alors effectivement, vous abordez la question clé de comment séduire des philanthropes qui ont l'habitude de financer d'autres choses, c'est parfaitement juste. Mais du coup, vous financeriez, si je résume à l'extrême, la partie, disons, nice to have des médias, celle qui est bien, et puis le socle qui le finance. Ça viendrait à titre complémentaire. Je pense que si on prend donc, par exemple l'axe de l'éducation,
on dirait à des fondations, ben voilà, l'éducation, l'engagement citoyen des jeunes de demain, c'est important. Dans ces cas-là, la fondation entrera beaucoup plus en matière pour financer de la formation de jeunes, mais également de journalistes, alors qu'elle n'irait pas forcément spontanément financer du salaire de journalisme. Une autre approche qu'on n'a pas développée ici, c'est inspirons-nous d'exemples dans la culture dans lesquels il y a des financements conjoints, même publics, ce n'était pas le sujet de notre atelier, mais financement public, financement philanthropique, avec des systèmes aussi de matched funding. Si quelqu'un met tant de fonds, on les double ou on les match pour créer des projets. Pourquoi ne pas les imaginer pour les médias? Alors là, on touche encore à un autre domaine qui serait, si on engage de l'argent public dans les médias, comment l'engager efficacement? Peut-être que par la preuve par l'acte, que d'autres, dont des philanthropes, s'engagent aussi sur les projets. On n'a pas la réponse à tout, M. Canaan, de financer l'entier du journalisme. C'est plutôt des idées concrètes, pratiques, pour tenter de financer une partie d'activités qui méritent, disons, en tout cas, un intérêt sociétal. Est-ce que vous financeriez des médias ou des journalistes? Alors, ça dépendrait du projet. Ça irait, j'imagine, plutôt pour des projets concrets dans un média, comme une série d'articles sur une certaine cause, par exemple, si on prend la thématique de l'environnement, parce que ça favoriserait, moi, en tant que bailleur de fonds, ma cause environnementale. Donc ça financerait plutôt effectivement des salaires de journalistes, mais pour une fin clairement énoncée. Enfin. Bonjour. La moitié de notre équipe n'étant plus là, nous sommes les derniers représentants du projet JOD. Vous pouvez vous en douter, c'est évidemment en référence à VOD, Journalisme on Demand. Journalisme on Demand, qu'est-ce que c'est? Alors, notre projet se décline de la manière suivante. L'interface se présenterait sur portable ou sur une plateforme Internet et permettrait un entonnoir à questions, à chiffres, à faits ou à images à vérifier. Derrière cet entonnoir se trouvent des journalistes qui vont d'abord faire du fact-checking. Le projet se décline en deux antichambres, ou en deux chambres, disons. La première étant le fact-checking, où l'utilisateur, qui donc peut être monsieur, madame, tout le monde, tout comme des professionnels, obtient toutes les informations disponibles que le journaliste aurait trouvées, qu'il aurait trouvées sur un travail qu'il aurait effectué lui-même, mais aussi auprès, évidemment, d'entités de spécialistes qui connaissent beaucoup mieux la question et qui peuvent aussi apporter un complément d'informations, des études que le journaliste ne connaîtrait pas, par exemple, ou d'autres sources. Vérification de l'identité et légitimité de l'intervenant est effectivement aussi un point essentiel du projet, c'est-à-dire que tant les spécialistes que, vous le verrez tout à l'heure, le public qui peut participer au débat doit décliner son identité, ne peut pas se cacher derrière un pseudo. Et donc, en deuxième partie, le public a aussi accès, finalement, après vérification de l'identité, la possibilité d'intervenir et d'échanger avec les spécialistes sur une plateforme qui se diviserait d'abord dans un débat de spécialistes, mais pourquoi pas imaginer aussi un échange ensuite avec le grand public. Il me reste 1 minute pour parler du financement. Nous imaginions quelque chose de public-privé sous une fondation ou quelque chose comme ça. Je regarde le maire de Genève qui voulait favoriser la circulation, la citoyenneté, la transparence, la démocratie. Et on pense que l'outil pourrait être mis à disposition par quelque chose de public-privé et des journalistes ou des rédactions pourraient être mandatés pour faire ce lien entre lecteurs, population, spécialistes, éventuellement fonctionnaires, parce que bien entendu que là, des gens de l'administration pourraient répondre à des questions, donner des sources, permettre d'éclairer les choses, et cela en toute indépendance, parce que voilà, une salle de conférence, c'est une chose, et les débats qui s'y passent en est une autre. Et j'en ai fini. Alors, je trouve ça très intéressant. Peut-être si je devais faire un gros raccourci, ça serait une sorte de Wikipédia du fact-checking. Je ne sais pas, je le voyais un peu comme ça. Sur Wikipédia, il y a beaucoup de technologies pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas des détournements de la propagande, etc. Et pas juste en désanonymisant. Est-ce que vous avez réfléchi à cela, à ces problèmes potentiels?
Alors on avait même pensé à avoir en plus un bâtard avec TripAdvisor ou des manières de donner de la confiance ou pas, mais on ne l'a pas fait parce qu'on sait que le mot est horrible. Mais vu qu'il y a des journalistes modérateurs qui reçoivent, qui peuvent lancer, par exemple, à une administration, est-ce que vous pourriez expliquer ce fait? L'administration renvoie l'info en son nom, un fonctionnaire ou en membre du VVF ou en membre de la Diana, et le journaliste le met dedans. Donc il y a un niveau qui est bien verrouillé parce que ça repasse par le modérateur, par un moyen assez simple, pas une grande technologie à la Wikipédia. Et après coup, effectivement, les interactions du public, selon comment elles se déroulent, doivent être modérées d'une manière XY. Mais on est sûr de trouver des solutions à cette histoire. On a été sur la Lune il y a plus de 45 ans, donc on se fait confiance que le génie genevois, notamment à la HEG, Haute École de Gestion, qui a plein d'étudiants documentalistes qui pourraient travailler là-dessus, ou des gens en informatique, trouveront des solutions, même peut-être gratuitement, dans le cadre de leur travail de master ou de bachelor. Merci, effectivement c'est intéressant. Bon, vous le dites dans le titre même de votre projet, journalisme on demand. Donc, est-ce que c'est en plus, ou vous laissez tomber la notion de journalisme proactif, c'est-à-dire des journalistes qui font un média d'eux-mêmes et pas en attendant, je simplifie évidemment, les sollicitations via l'entonnoir? Alors, je pense qu'on a plusieurs options possibles. Je pense que le journaliste est proactif. Il va vérifier sur la base d'une demande de vérification. Il va donc faire ce travail-là. Maintenant, la participation du public lui permet aussi, et permet aux différents journalistes qui travaillent derrière, de traiter des questions auxquelles peut-être ils n'avaient pas pensé. Donc je pense que c'est une plus-value, c'est aussi une richesse qui permettrait de faire peut-être le lien de façon plus efficace entre le public et les journalistes qui se posent des questions que peut-être le grand public ne se pose pas, ou inversement. Je vais de nouveau dire un gros mot, peut-être quelques whistleblowers pourraient lancer des sujets ou des thématiques via ce système. Même des journalistes frustrés qui n'ont pas réussi à passer par leur rédaction, parce que ça existe. Les gens qui proposent des sujets et puis ils sont envoyés péter. Donc voilà, c'est une autre source, mais ça permet malgré tout de mettre un peu de confiance. Je voulais juste préciser pour madame, je pense que peut-être la différence avec Wikipédia, c'est que oui, c'est participatif, mais ce n'est pas que participatif. Et donc ça rejoint un tout petit peu ce que je disais à M. Canaan. Il y a aussi une proactivité du journaliste qui garantit du moins la modération de l'ensemble de la plateforme, si ce n'est la recherche sérieuse et approfondie de sources et de chiffres et autres informations. Merci. Vous savez bien que c'est dans la difficulté et dans les transitions que se crée la nécessité de coopérer. Et aujourd'hui, coopérer pour des médias, ça passe souvent par l'open source. Pourquoi? L'open source, c'est un partage de code, c'est un partage de savoir-faire informatique qui consiste à innover à ciel ouvert. Et on considère que c'est dans ce domaine que les médias romans devraient coopérer, non pas dans les échanges de contenu, non pas dans les revenus ou les lecteurs, mais vraiment le code. Et cet espace à ciel ouvert d'innovation porteuse de sens, on pense qu'il doit être hébergé par une fondation. Alors on ne va pas faire le travail du groupe numéro 3 sur la philanthropie, mais on pense qu'il faut une fondation pour héberger l'ensemble des innovations développées par les différents médias romans qu'ils se partagent. Et puis, dans cette fondation, on pense que la SSR et la RTS doivent jouer un rôle majeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont financés par des fonds publics et on ne trouve pas acceptable, au fond, que la SSR développe des solutions informatiques qui ne soient pas open source, c'est-à-dire qui ne soient pas partagées aux autres. On pense même que ça devrait faire partie de la révision de la loi sur les médias numériques, cette obligation pour la SSR de développer en open source. Voilà. Cette fondation hébergerait donc un certain nombre de projets. Elle servirait d'accélérateur de différents projets. Je vous donne un exemple je vais développer tout à l'heure, c'est le projet Deep Live, un projet développé par ID, le futur média qui sera établi à Genève au début d'année prochaine, et par l'AJM, l'école de journalisme à Neuchâtel. On va développer ensemble un outil que je vous présenterai. Mais un autre exemple, ça pourrait être... Donc l'idée, c'est de recenser les initiatives d'intelligence collective lors d'événements sportifs locaux dans le but de partager les meilleures pratiques afin d'engager et d'avoir de l'impact sur le public.
Et puis un autre exemple d'outil qu'on pourrait développer, c'est par exemple quelque chose qui mesure le taux de parité homme-femme dans les journaux, dans les auteurs des articles, dans les gens cités dans les articles, ou bien un outil extrêmement utile qui pourrait être par exemple une sorte de façon pour les journalistes du sport de la RTS de mesurer automatiquement sur Internet leur taux d'alcoolémie, c'est-à-dire un alcotest automatique. Voilà. Je vous parle d'outils extrêmement performants. Alors, on revient à Deep Live. Deep Live, c'est quoi? C'est l'idée que vous avez énormément d'événements qui se déroulent dans ce coin de pays, par exemple celui d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette journée aujourd'hui sera... Est-ce qu'il y aura un compte-rendu qui existera quelque part? Est-ce qu'un journaliste a pris des notes et va faire un article ou une série d'articles intéressants qui donnera la richesse des échanges que vous avez ou des paroles que vous avez vues sur cette scène? Eh bien non. Et c'est la même chose pour le Salon du Livre, pour Open Geneva, pour le Paléo Festival, pour Vevey Images, etc., pour la Bâtie, le Festival de la Bâtie, pour la course de l'escalade. Il y a énormément d'événements où les gens se retrouvent et où les journalistes ne sont plus ou plus beaucoup. Et en fait, les comptes rendus sont souvent décevants. Donc on estime qu'il faut un nouvel outil développé en commun par différents médias qui s'appellerait Deep Live et qui pourrait permettre à des journalistes de donner la richesse. Pourquoi c'est important? D'abord, ça favorise l'engagement citoyen. Ensuite, ça fait que les journalistes se retrouvent là où sont le public. Vous savez que, par exemple, la numérisation de la musique fait qu'il y a quand même de plus en plus de concerts et que le concert reste un lieu où on y va alors qu'on peut tout avoir gratuit sur Internet. Et puis, ça rend permanent ce qui est éphémère. Un événement, par définition, cette journée-ci qui s'est écoulée, elle restera éphémère dans vos cerveaux, mais s'il avait bénéficié d'une couverture par Deep Live, eh bien, elle serait pour toujours gravée sur les serveurs. Et puis, ça met aussi, évidemment, en valeur les forces créatrices d'un territoire. Alors, je vous donne juste, je ne sais pas combien il me reste de temps, je ne crois pas beaucoup, mais quelques fonctions de Deep Live. D'abord, ça fait du push, c'est-à-dire que vous êtes dans un salon du livre et vous recevez en push tout ce qui concerne l'écrivain que vous êtes en train d'écouter, sa biographie, ses fils Twitter, etc. etc. Et puis, ça fait de la captation, c'est-à-dire que vous êtes au salon du livre, vous savez ce qui se passe de l'autre côté. Ça vous donne l'ensemble de tout ce qui se passe. Et puis, ça fait une synthèse de tout ça. Chaque journal fait sa propre synthèse. Le Temps ne fait pas la même synthèse que le matin, dimanche, pour un événement. Et enfin, on peut imaginer des solutions encore plus performantes, notamment la reconnaissance faciale. Qui est là? Si je passe mon iPhone sur vous ce soir, on pourrait imaginer que le programme donne les noms des visages de vos visages. Voilà. Vous avez évoqué deux choses. Est-ce que vous pourriez repréciser l'articulation? Vous avez parlé de l'open source, et puis vous avez parlé ensuite de Deep Live. Alors, quel est le lien entre donc ce que produit la RTS, etc., en open source, et en quoi Deep Live serait alimenté ou pas? Enfin, quelle est l'articulation entre les deux? Alors, pour l'open source, typiquement, le code qui va permettre le développement de l'outil, des briques technologiques qui vont générer l'outil, ce code-là sera ouvert, donc sera disponible pour tous les médias qui souhaiteraient l'utiliser. Donc si vous êtes Le Temps, la RTS, Le Courrier, ID, etc., vous pouvez reprendre cet outil technologique qui sera développé à partir d'un code ouvert et l'installer après sur vos serveurs ou sur votre interface pour pouvoir en bénéficier. C'est ça l'idée de l'open source. Dans ce cadre-là, elle intervient ainsi. Vous avez parlé de push. Déjà maintenant, on reçoit un certain nombre de push des médias, hein, donc ça dépend de la configuration. Enfin, c'est des choix qu'on fait ou pas, ou parfois on laisse aller. Vous ne pensez pas que les gens vont être saturés de push? Il ne faut pas le prendre comme une notification, il faut le prendre plutôt comme une sorte de proposition de lecture. Vous êtes au Salon du Livre, Amélie Nothomb s'exprime, vous avez des propositions sur l'application qui vous disent, vous pouvez lire le dernier portrait du Temps sur elle, vous pouvez lire la polémique qui a eu lieu, etc. C'est plus une proposition de contenu, et souvent ça manque. Voilà. Dans certains cas, au Salon du Livre, il y a beaucoup de contenu ambiant. Dans d'autres cas, il peut y avoir c'est intéressant d'avoir un contexte qui est amené par des journalistes. Un immense merci, parce que moi, je n'ai pas encore une grande pratique des hackathons, mais je sais qu'en temps normal, un hackathon, idéalement, on a plus qu'un jour pour avoir le temps quand même de travailler à la fois les constats, les diagnostics et les solutions. Là, on a donné presque moins d'une journée, hein, de 9h à 17h, et ça a été extrêmement intense. J'ai capté que ça a été très vivant, très animé. Et je pense que chacun des 5 groupes a apporté des éléments importants. Ce qui est relativement peu présent dans les 5 groupes, à part peut-être le 2, si je me rappelle bien, c'est le public. Alors ça paraît automatique, on travaille pour le public, on est d'accord, mais quand même, c'était beaucoup autour des journalistes. Alors c'est fondamental, parce qu'en journaliste, il n'y a pas de journalisme, on est bien d'accord aussi.
Mais disons, il y a quand même la question de se poser du public, qu'est-ce qu'il attend, comment il travaille, comment il consomme, comment il capte, comment il se laisse séduire et convaincre par des prestations journalistiques au sens large. Ça, c'est peut-être une remarque, on se l'est faite. Après, effectivement, on voit bien que dans presque tous les modèles, il y a des logiques de mutualisation. C'est bien, moi ça me correspond à titre personnel, mais après il faut voir si c'est praticable par rapport à un espace qui aujourd'hui, les médias sont en concurrence. Hein. Je veux dire, l'organisation classique des médias, c'est quand même une concurrence économique, de visibilité. Donc ça c'est une autre marque. Ensuite, visiblement, peu de choses se feront sans quand même la question du financement public et ou philanthropique. Visiblement, les solutions, il y en a peu, je dirais, qui sont totalement indépendantes de ces deux sources de financement qui sont maintenant sollicitées. Et donc le débat devra continuer à avoir lieu. Donc je dirais surtout, et je vais quand même passer la parole à mes deux co-jurés, ils peuvent compléter, contredire ce que j'ai dit. Hein. On n'a pas eu le temps de délibérer, hein. C'est un jury très improvisé. Non, plus sérieusement, je pense qu'il doit y avoir une suite. J'en discutais encore avec mon collègue de Lausanne à midi, syndic de Lausanne, Grégoire Junot. On va vraiment contacter nos homologues des villes et des cantons romans, parce que je sais qu'il y a plein de discussions qui sont de manière aujourd'hui relativement éparses. Plutôt réactives, et que maintenant ce qu'on a fait aujourd'hui, je dirais à Genève, avec plein de gens d'ailleurs, mais c'est que les cantons et les grandes villes se réunissent pour voir et mettre en commun leurs constats, leurs éventuelles approches en matière d'aide directe ou indirecte, aussi pour influencer le débat fédéral sur la LME, par exemple la grande question de l'aide indirecte via la poste ou d'autres questions. Il faut qu'on ait une position si possible commune, après on verra bien, pour la diversité de la presse. Donc ça c'est certainement une responsabilité qu'on doit prendre. Donc on va les contacter pour essayer d'organiser dès que possible des états généraux au niveau des collectivités publiques. Mais aussi quand on voit le nombre d'initiatives et d'idées, je suis à la fois inquiet pour la presse aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on fait cette journée, mais quand même assez confiant qu'il y a une envie et une énergie de surmonter, de relever les défis, comme l'ont fait les 5 groupes du hackathon, et d'essayer de trouver des solutions viables, parce qu'on nous a proposé de qualifier les solutions si elles sont désirables, faisables et viables. Désirables, c'est-à-dire est-ce qu'elles font sens ? Faisable au sens opérationnel, technique, et viable au sens économique. Je ne suis pas certain que les 5 modèles proposés sont tous à la fois désirables, oui, je pense dans la grande majorité. Faisable, c'est déjà une question, mais viable économiquement, c'est une autre question. Mais au moins, on a une matière brute à continuer à travailler. Et donc, je pense que, et je remercie Open Geneva, parce qu'on va se revoir au plus tard en mars, on avait dit. On va continuer d'une manière ou d'une autre, et donc vous serez ressollicités pour continuer cet exercice d'intelligence collective. Merci beaucoup. Il n'y a pas de classement, mais on est quand même dans un hackathon. Alors, si vous deviez choisir un projet des plus inspirants, lequel serait-il? Qui dit mieux? Alors, si je suis extrêmement... Franchement, il y en a dans les 5 des choses à prendre, mais si extrêmement pratico-pratique, je dois reconnaître que le kit pour la philanthropie peut être très utile parce que ça peut faire percer des projets qui jusqu'à maintenant n'ont aucune chance. Voilà. Merci beaucoup.